Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décrypter l'actualité de l'industrie du jeu vidéo avec cette polémique autour de Ubisoft. Évidemment, on va en parler de la pub dans les jeux vidéo qui a fait bondir les gamers. On va aussi s'intéresser à la PS5 Slim et puis on aura en plateau le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Tout ça autour de Guillaume Monteux, notre chroniqueur. On aura rendez-vous également avec le monde de la donnée, une chronique sur l'impact de ce monde numérique sur notre santé, un impact donc bien physique. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à la sécurité des API. Grande préoccupation, c'est tout de suite 3 questions à dans Smart Tech. Je suis en compagnie de Jérôme Renou. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Vous êtes le directeur général France d'Akamai. Akamai, un CDN. CDN, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. Réseau de diffusion de contenu, si je devais traduire simplement en français. C'est un peu l'épine dorsale d'Internet. En fait, vous êtes en charge de la distribution la plus rapide possible des contenus en mettant des serveurs positionnés géographiquement au plus proche des utilisateurs. Ça vous va comme résumé ? C'est exactement ça. On soutient et protège la vie en ligne des utilisateurs. Nous sommes aujourd'hui la plateforme la plus distribuée au monde en termes de nombre de serveurs. Et on a 3 piliers principaux dans nos activités. Donc le CDN, comme vous l'avez dit, un très grand réseau de diffusion. Le deuxième qui est la cybersécurité, d'où provient la majeure partie du revenu d'Akamai. Donc aujourd'hui, on est plutôt un acteur de la cybersécurité. Ouais. Et le troisième pilier, qui est le cloud computing. Ah oui, parce que quand on est comme ça un acteur incontournable de tout ce qui passe comme trafic numérique, on est forcément obligé aujourd'hui de s'intéresser et de commercer aussi de la cybersécurité. Alors quand je vous ai rencontré justement, c'était aux Assises de Monaco, donc un événement dédié à tous ces experts sur la cybersécurité. Vous m'avez parlé d'un chiffre qui, je veux dire, m'a laissé sans voix. 83% du web vient des API, ce qui pose un défi majeur en matière de sécurité. Alors, expliquez-nous, peut-être rappelez déjà ce qu'est une API et pourquoi c'est un défi aujourd'hui. Alors, les API sont des interfaces de programmation. L'API est une passerelle entre des réseaux internes et des réseaux externes. C'est-à-dire que pour mettre à disposition des données sur le marché, à travers typiquement tous les icônes que vous avez sur votre téléphone qui vous permettent d'accéder à des services, il faut une interface. Cette interface, c'est une API qui va se connecter avec des services qui vont vous donner accès à ces données. Donc c'est des petits programmes en fait. Il faut la connexion entre différents services, entre différents objets aussi, parce qu'on a une explosion des API liées à tout cet environnement au monde de l'IoT, des objets connectés. Exactement. Pourquoi cette explosion des API qui change un peu la manière dont le trafic s'organise sur Internet? Pourquoi ça crée un défi majeur de cybersécurité? Alors c'est la transformation digitale qui a accéléré drastiquement le nombre d'API mises à disposition sur le marché. La plupart des acteurs sur le marché doivent mettre à disposition et surtout doivent ouvrir leur système d'information vers l'extérieur pour collaborer avec des parties tierces, pour collaborer avec des fournisseurs, pour proposer des services. Donc typiquement, vous allez avoir accès au compte de votre compagnie aérienne, à votre accès sur votre site de commerce préféré. Vous allez pouvoir commander votre voiture électrique à distance et injecter des trafics GPS, monitorer le niveau de la batterie, etc. Donc, piloter mes différents réseaux sociaux. Exactement. À travers une API. Tout ça fonctionne par des API, à travers des API. Ce sont les API qui permettent d'avoir accès à ces services. Donc les acteurs du B2B et du B2C aujourd'hui sont condamnés à ouvrir leur réseau, donc à s'exposer davantage, à exposer leur surface d'attaque à des hackers, à des failles de sécurité. Oui, et quand vous dites ouvrir leur réseau, c'est ouvrir jusqu'au cœur du réseau? Alors non, je schématise, on n'ouvre pas jusqu'au cœur du réseau. Par contre, les API sont une passerelle vers l'extérieur. Ouais. Le principe de la sécurité, c'est vraiment le zéro trust, c'est-à-dire je ferme un maximum. Plus j'ouvre et plus je propose des services à valeur ajoutée et plus je vais devoir donner accès à des informations. Et à partir de là, je donne accès j'ouvre des failles de sécurité et je donne accès à de nouvelles logiques d'attaque qui n'ont peut-être pas encore été suffisamment étudiées, qui ne sont pas encore suffisamment abouties. Et c'est bien là tout le problème des API. Les API, aujourd'hui... Donc elles ne sont pas suffisamment sécurisées, ces API ? Elles sont globalement non pas encore suffisamment sécurisées. D'après les études du Sens Institute, alors c'est un gros institut américain, il y a 50% des personnes interrogées qui pensent avoir pris des mesures basiques pour protéger les API et seulement 29 qui ont pris vraiment des mesures
adaptées à la protection des API. Alors, des mesures basiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un WAF, c'est-à-dire un Web Application Firewall que tout le monde a, parce que c'est le niveau de protection, j'ai envie de dire, vraiment élémentaire, Oui. va offrir un premier niveau de sécurité des API, mais qui va être très basique. Ils ont aussi des passerelles d'API. Alors ces passerelles, elles vont autoriser des utilisateurs. Autoriser, ça veut dire que je vérifie qu'un utilisateur est le bon et je lui donne accès à un certain service. Un Web Application Firewall, il vérifie que des requêtes ne sont pas malveillantes, ne sont pas mal formées et je les laisse passer. Par contre, on ne sait pas si derrière, il y a des abus, par exemple, de logique d'utilisation d'une API. On ne sait pas s'il y a des défauts de comportement. On ne fait pas d'analyse comportementale. Donc, il n'y a pas d'analyse poussée de tous les effets pernicieux, vicieux que les hackers vont pouvoir exploiter à travers l'utilisation des API. Et puis, il faut être capable aussi d'avoir l'inventaire exact de l'ensemble d'API qui vient se connecter à notre réseau. Ça, je sais que c'est aussi un sujet important. Très rapidement, ma dernière question, c'est compliqué, donc aujourd'hui, de répondre à ce défi de la sécurité autour de ces API? Alors, c'est pas extrêmement compliqué. Il faut s'y atteler. Il faut prendre des décisions importantes que sont d'aller au-delà des mécanismes de sécurisation traditionnels type WAF ou passerelle API. Il faut aller vers de l'analyse comportementale, vraiment de la recherche de logique d'abus. De logique d'entreprise, c'est-à-dire comment sont utilisées mes API. Il faut être capable de faire de l'inventorisation poussée de ces API, éviter ce qu'on appelle les shadow API et les API zombies, c'est-à-dire celles qu'on laisse un peu traîner dans un coin, qu'on n'a pas suffisamment patché, qu'on a un peu oublié, où les développeurs sont partis, puis finalement on s'aperçoit. Et c'est là en fait que le hacker va s'engouffrer. Lui, il recherche entre guillemets la facilité, et je vais surtout pas les dire qu'ils sont pas suffisamment talentueux, mais c'est sûr que si vous laissez une porte ouverte, quelqu'un rentrera. Merci beaucoup, Jérôme Renou, directeur général d'Akamai France, de nous ouvrir les yeux sur ces nouveaux enjeux de sécurité, de nous en donner aussi quelques clés. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Tout de suite, c'est notre rendez-vous Game Business. Et c'est notre moment préféré, grand rendez-vous Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine, merci. Guillaume Monteux, je rappelle, le président de Gatsby, un spécialiste de l'in-game advertising. Ça tombe bien, il y a une grosse actualité dans ce domaine, on va en parler. Vous êtes venu accompagner Guillaume de James Rebourg. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smartech. Vous êtes le président du CEL, donc syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, mais vous êtes aussi le directeur général de Playon, donc un studio de jeux. Je vais vous donner la parole, bien évidemment, avec Guillaume. On a plein de questions à vous poser, mais d'abord, on va décrypter cette industrie du jeu comme on le fait ensemble régulièrement. Et on va commencer par parler de Sony. Et oui, parce que Sony voit son ciel concurrentiel devenir de plus en plus menaçant. Et je vais vous expliquer pourquoi. On se rappelle tous qu'au terme d'un an et demi, la société Microsoft a finalement mis la main sur Activision pour près de 70 milliards de dollars. Et bien, ça fait de Microsoft un acteur dans le gaming de taille égale à Sony. Et cet acteur, il peut devenir très très dangereux pour Sony, parce que non seulement il a potentiellement la même taille, donc le même poids dans l'industrie, mais en plus, avec ce rachat-là, Microsoft met la main sur un catalogue de jeux absolument fantastique, dont Call of Duty, qui est la meilleure vente sur PlayStation. Alors certes, Microsoft s'est engagé à porter tous les Call of Duty à venir sur Sony, mais imaginez que Microsoft mette Call of Duty gratuitement dans son Xbox Game Pass, et ben ça pourrait coûter très cher à Sony. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, Sony s'en serait bien passé aussi, c'est que Sony est actuellement en procès contre 9 millions de joueurs, en l'occurrence anglais, qui leur réclament quand même 7 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'ils accusent Sony d'être en position dominante de vente de ses jeux sur ses PlayStation, au travers de son store, et que ces jeux sont horriblement chers et que la commission de Sony est trop importante, 30%. Donc on va voir comment va se dérouler le procès, mais tout ça, ça me rappelle, si vous voulez, un petit peu ce qui s'est passé avec Google et avec Apple, où Epic a tenté de convaincre la Cour de justice américaine du fait que Apple et Google étaient en position dominante sur leur propre store. Alors ils n'avaient pas été convaincus et Epic avait échoué à convaincre les tribunaux de ça, mais quand même, on a vu quand même les conséquences. C'est que Apple, pour certaines catégories d'applications, avait été obligé, et est obligé toujours aujourd'hui, de proposer d'autres moyens de paiement. Donc si jamais Sony était attaqué peu ou prou aussi sur ce sujet-là, c'est peut-être potentiellement les marges de Sony qui pourraient s'amoindrir sur leur PlayStation Store. Alors,
ça fait quand même pas mal. Oui, c'est déjà bien. D'autant que les nouvelles de Sony sont plutôt bonnes en général. Ils ont vendu 45 millions de PS5, Xbox en a vendu 25. Ils viennent de sortir leur PlayStation Portal, vous savez, le device qui permet de jouer aux jeux PS5 en Wi-Fi chez soi. Et puis ils sortent une nouvelle PS5, la fameuse PS5 Slim. Oui, alors parlons de cette actualité positive quand même, Guillaume. Absolument. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette nouvelle PS5, la Slim? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, pas grand-chose. En tout cas, techniquement, elle a absolument rien de différent avec sa grande sœur. Elle vient simplifier la gamme PS5, puisqu'avant, on avait l'édition standard, où il y avait un Blu-ray, puis l'édition digitale, où il n'y avait pas de Blu-ray, donc c'était un peu compliqué. Donc maintenant, il y a une seule édition, avec laquelle vous pouvez, ou pas, avoir un lecteur Blu-ray. Et puis, la PS Slim est, on va dire, plus légère. Mais pour le joueur que je suis, par exemple, ça ne change pas grand-chose. Hein. Lever 2,5 kg ou 1,8, ça ne change pas grand-chose pour moi. En revanche, pour Sony, ça change énormément. Pourquoi ? Pour moi aussi, peut-être. Non, je plaisante. Pourquoi ça change beaucoup pour Sony ? C'est pour les coûts de distribution. Comme la machine est plus légère, le coût va être, on va dire, largement réduit. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, surtout que Sony vend beaucoup de PlayStation. Donc en fait, la PlayStation 5, Slim, elle apporte pas grand-chose, d'autant qu'elle est vendue quasiment au même prix, si vous voulez, que la PlayStation dite Fat. PlayStation dite Fat, c'est plutôt un update à l'avantage de la firme plutôt qu'aux joueurs. Voilà. Alors, Paris Games Week, vous y étiez ? Vous avez pris le pouls un peu de l'industrie. Dites-nous. Absolument. Alors, je pense que James nous en parlera tout aussi bien, parce que James est le patron du CEL qui organise la Paris Games Week tous les ans. Mais moi, ce que j'ai entendu, et c'est assez intéressant, c'est plutôt des messages contradictoires que je voulais partager avec vous ici, sur l'industrie. C'est quoi ces messages contradictoires ? D'un côté, on a des messages qui sont très positifs, et des faits qui sont très positifs. Tous les ans, tous les instituts s'accordent sur le fait qu'on gagne 350 000 joueurs par an, notamment grâce au mobile. Et aujourd'hui, on doit être à environ à 3,5 milliards, si vous voulez, de joueurs dans le monde. On est en plein renouvellement des générations de consoles, qui sont enfin disponibles à grande échelle. On n'a plus besoin de tordre des schémas pour s'en procurer. La Switch 2 va venir l'année prochaine. Il y a un refresh de la Xbox aussi l'année prochaine. Bref, côté hardware, ça devrait aller très bien. Côté logiciel, là aussi, ça va plutôt pas mal. 30 millions de joueurs sur Halo Infinite, 20 millions de joueurs sur le jeu Life is Strange, fait par nos amis français de Dontnod et distribué par Square Enix. Dernier Superman s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Zelda s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Microsoft fête sa 300 millionième unité vendue de Minecraft. Il y a des jeux formidables qui sont sortis cette année. Zelda, Diablo 4, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Super Mario, Starfield. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Bref, l'industrie va bien. Et elle montre en tout cas qu'elle est toujours la première industrie culturelle du monde et qu'elle compte bien le rester. Mais en même temps, en 2023, on a vu quand même un certain nombre de licenciements, près de 6 000 licenciements dans l'industrie, chez Electronic Arts, chez Embracer, qui se séparent entre 5 et 10% de leurs employés, ce qui fait que, en fait, il y a eu énormément de jeux qui ont été retardés, qui ont été annulés, voire qui ont été bâclés, même chez ByteDance, le propriétaire de TikTok, qui possède un studio de jeux qui s'appelle Nuverse, ils arrêtent le développement de ces jeux, donc c'est quand même dommage, notamment pour ceux qui aiment bien jouer à Marvel Snap, qui est quand même un jeu qui est assez sympathique. Donc voilà, donc des licenciements, une industrie qui va bien. Dans le même temps, il y a toujours des acquisitions. Il y a Ionic, le distributeur, qui vient d'acquérir un petit studio, N-Dreams, mais pour quand même 110 millions de dollars. Donc on a quand même, on va dire, une vraie dynamique, si vous voulez, de marché. Et parallèlement à ça, donc voilà, des petites zones d'ombre, des petits nuages. Donc c'est une industrie qui grandit, mais aujourd'hui prudemment. Bon, je voulais aussi vous entendre sur cette affaire, la polémique autour d'Ubisoft, puisque vous êtes un professionnel de la publicité dans les jeux. Ça m'intéresse d'avoir votre regard, comment vous avez vécu. Réaction épidermique des joueurs lorsqu'ils découvrent dans Assassin's Creed un pop-up faisant une autopromo pour un jeu d'Ubisoft à l'occasion du Black Friday. Donc, quelle est votre lecture de cette affaire ? Est-ce que vous comprenez la réaction épidermique des gamers ? Enfin, voilà. Oui, évidemment, je la comprends, la relation épidermique. Et aussi le mea culpa d'Ubisoft.
Le mea culpa d'Ubisoft, Qui dit que c'est une erreur technique. Voilà, alors là, je suis un peu plus réservé, on va dire, sur cette remarque. Alors, il faut quand même que je dise, à toute fin de transparence, que Gatsby est effectivement la société que je dirige, spécialisée dans la publicité dans les jeux vidéo, de la publicité non intrusive dans les jeux vidéo. Et je dois dire qu'Ubisoft est un partenaire minoritaire de ma société. Mais il ne m'empêche pas de dire, en toute liberté et transparence, ce que je pense. Et je vais commencer quand même par vous parler de l'industrie de la publicité dans les jeux vidéo, qui est quand même une industrie qui va formidablement bien. Elle était prévue pour faire 21 milliards de dollars dans le monde cette année par Statista notamment. Et en fait, elle va faire 25. Et ma société, on parle de transparence, cette année, on va faire 12 fois plus de chiffre d'affaires que l'année dernière. Donc on est vraiment dans un schéma où les marques s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo. Et nous, on le sait bien, on le voit, Ubisoft aussi le sait bien et le voit. Donc, ils testent. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne suis pas trop pour le mea culpa, parce que Ubisoft est non seulement un formidable éditeur de jeux, mais c'est un éditeur qui innove, qui tente. Et je pense que moi, je ne suis pas dans le secret d'adieu. Et en l'occurrence, ça ne s'est pas fait avec les technologies Gatsby. Mais je pense que ça fait partie des solutions d'innovation d'Ubisoft. Peut-être l'erreur technique, c'est de l'avoir poussé sans validation. Enfin, bon, peu importe. On ne peut pas, dans un jeu payant... Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pubs dans les jeux, que c'est un marché hyper florissant. Qu'est-ce qui fait que là, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été accepté? On ne peut pas, dans un jeu vidéo payant, mettre de la pub à un moment qui gêne le joueur. C'est pas possible. Là, en l'occurrence, vous aviez votre bonhomme qui marchait dans l'univers, vous vouliez accéder à la carte pour savoir où est-ce qu'il était, et bam, vous avez une publicité pour Assassin's Creed Mirage dans le cadre du Black Friday. C'est pas possible. Pas dans un jeu payant. La pub dans les jeux vidéo, aujourd'hui, elle est acceptée quand elle a une contrepartie, soit quand le jeu est gratuit, soit quand l'élément de publicitaire apporte un élément de réalisme. Là où je suis un peu moins, je vais dire, en phase avec les réactions, je comprends tout à fait la réaction des joueurs, mais je la trouve un peu disproportionnée. Parce qu'en vrai, il y a énormément de médias qu'on paye et dans lesquels il y a déjà de la publicité. Quand vous allez au cinéma, avant, vous avez de la publicité. Quand vous achetez votre journal, vous le payez. Pas pendant le film, quand même. Pas pendant le film, mais avant le film. Voilà. Donc, quand vous achetez votre journal, pendant que vous lisez, au milieu des articles, vous avez de la publicité. Il y a certaines chaînes de télé que vous payez et pour lesquelles vous êtes obligé. Là, vous l'avez dit, c'est le format. En fait, c'est cette interruption du jeu. Quand il y a une inadéquation entre le moment et le format, ça ne marche pas. Bon. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs, pour les éditeurs et pour les marques. Parce que ça veut dire que les joueurs sont sensibles à la publicité. Et ça, c'est plutôt porteur d'espoir pour ceux qui sont dans l'industrie. Ça veut dire qu'il faut gagner en maturité aussi. Absolument. Alors, on a la chance quand même d'avoir en plateau un représentant du CEL, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, James Rebourg. Merci encore d'être avec nous. Je le disais, vous êtes aussi le directeur général de Pléon. Donc Pléon, ça regroupe quoi? Une dizaine de studios de développement de jeux vidéo? Ah oui, alors Pléon, c'est une structure qui a maintenant un peu plus de 30 ans. On a deux types d'activités. Donc, on a une structure qui est ce qu'on appelle une structure assez classique, à la fois développeur, éditeur de jeux vidéo, avec 9 studios, un certain nombre de franchises relativement connues, que ça s'appelle effectivement Dead Island, Saints Row, Let's Sing, Dead comme Deliverance. Donc ça, c'est ce qu'on fait comme le ferait un acteur comme Ubisoft, Electronic Arts. Et au-delà de ça, on a une autre activité quelque part qui est un peu le cœur et l'ADN de notre structure, c'est le fait d'être éditeur partenaire tiers, à savoir qu'on va se retrouver au niveau d'un certain nombre de filiales au niveau Europe, à la fois faire le marketing et la distribution d'éditeurs comme à la fois Activision Blizzard avec Call of Duty, avec également Sega sur des jeux comme Sonic, ou Capcom avec Street Fighter ou Resident Evil. Donc on a vraiment ces deux types d'approches. Et dans le cadre donc, vous êtes vraiment donc, au cœur, pardon, je vous interromps, mais vous êtes vraiment au cœur de ce secteur, de l'activité. Quand vous entendez Guillaume nous dire à la Paris Games Week, les discours étaient un petit peu contradictoires, comment vous l'apercevez, cette industrie du jeu? L'industrie, pour nous, elle est structurellement en hausse depuis maintenant un peu plus de 12 ans. Donc, véritablement, il y a une consommation d'année en année qui ne cesse d'augmenter au niveau du jeu vidéo. Un point en même temps crucial qui est à appréhender, c'est aussi ce qu'on appelle le phénomène d'accélération qu'ont été les 2 années Covid. Parce que vous imaginez les gens chez eux, le jeu vidéo étant le premier loisir culturel en France et même au niveau mondial. Les gens se sont retrouvés donc, autour de la console durant le Covid. Souvent, les enfants ont initié leurs parents ou les parents ont ressorti la console pour la mettre au milieu du salon. Donc, c'est presque devenu même, je dirais, un loisir intergénérationnel en tant que tel et qui a accéléré le développement du jeu vidéo. Donc, ce qu'on peut peut-être observer, c'est que cette accélération, ce qu'on appelle conjoncturelle, a été plus forte que celle qui était structurelle. Oui.
et qu'après 2 ans de Covid, ce qu'on retrouve un petit peu maintenant, c'est une forme, je dirais, de croissance, mais qui est un petit peu moins forte qu'elle ne peut être auparavant. Comment est-ce que vous expliquez le succès des Français dans le domaine du jeu vidéo ? Alors pour plein de raisons, il y a un certain nombre de facteurs à la fois sociaux, économiques. Alors si on prend pour moi les facteurs les plus importants, c'est véritablement la richesse pédagogique qu'on peut avoir en France. On a la chance d'avoir en France en fait une éducation qui va jusqu'au bac, où on apprend beaucoup de matières, à la fois dans la partie mathématique, la partie littéraire, la partie également philosophique. Et cette transversalité d'éducation, quelque part, permet, je dirais, aux jeunes Français de pouvoir être présents sur tous les types d'intérêts, quoi. Alors ça contredit ce qu'on va pouvoir trouver au niveau des classements PISA, j'en ai bien conscience, mais quand vous comparez avec d'autres pays... C'est bien d'avoir un discours positif un peu sur l'école et la formation. Donc ça, c'est ce premier point. Le deuxième point également, on a également d'excellentes écoles de formation de jeux vidéo, que ce soit des écoles à la fois publiques ou privées, qui aujourd'hui en fait développent ce type d'appétence. Le point aussi intéressant qu'on peut avoir dans cet univers-là, c'est que ce qui fait aussi un peu de la force la France, c'est un peu cette culture qu'on a. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ce côté un peu profil révolutionnaire qu'on a eu il y a quelques longues décennies fait qu'on est toujours dans un principe, je dirais, essayer de repenser les choses, d'avoir un esprit assez critique. Et c'est vraiment ce qui est demandé au niveau du jeu vidéo. Point aussi important, c'est que le jeu vidéo, pour nous, c'est 2 pieds qui marchent ensemble. Il y a à la fois le côté innovation technologique, où là, il faut des profils ingénieurs qui sont reconnus au niveau mondial. Et derrière, en fait, des profils plutôt orientés design, littéraire ou même philosophique pour créer la partie narrative. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a pu développer en France. Et ces 2 populations arrivent vraiment à se parler les unes par rapport aux autres. Et dernier point, sur tout l'écosystème qu'on a pu avoir en France, on a géré aujourd'hui un point important, c'est le crédit impôt aux jeux vidéo, qui est maintenant développé de longue date, qui permet de financer un jeu vidéo à 30%. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre, donc un soutien politique à la fois politique, économique. Durant la Paris Games Week, on a eu la chance d'accueillir plus de 5 ministres, dont le numéro 2 du gouvernement, Bruno Le Maire, qui se rendent compte de la puissance que peut avoir aujourd'hui le jeu vidéo. Bon, il ne nous reste plus qu'une minute ensemble. S'il y avait un grand chantier dont vous devez nous parler, là, du CEL pour l'année qui vient, 2024 ? Pour nous, les grands chantiers, c'est toujours la capacité à promouvoir le jeu vidéo. Donc, on va le faire en affaires publiques. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui remontent au niveau européen. Et ce qu'apporte le CEL, c'est d'être un très gros contributeur de ce qui se passe en France, puisque le jeu vidéo étant un marché mondial, on a bien évidemment en fait besoin d'avoir une coordination qui se fait au niveau européen, quoi. Et la France est souvent un gros terrain d'expérimentation. Merci beaucoup, James Rebourg, président du CEL et également directeur général de PlayOn France. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, également président de Gazmi, pour cet exercice de décryptage, de transparence et aussi l'invité en plateau. Allez, maintenant, c'est le moment de clore cette émission avec cette question de l'impact du numérique sur notre santé. Et nous sommes connectés avec un docteur Pierre Billard, médecin du sport de la maison Sport Santé de Meaux, également membre du Cercle de la Donnée, pour une chronique donc sur le monde de la donnée et son impact sur notre santé, un impact donc bien physique. Bonjour Pierre. On va donc reprendre une conversation qu'on a depuis quelques temps avec le Cercle de la Donnée à propos de cette étude qui est consacrée à l'empreinte matérielle du numérique, cette empreinte sur le vivant. Une dizaine d'experts ont mis à jour cette empreinte. Cette étude a vocation à interpeller à la fois la société mais aussi les pouvoirs publics de ces problématiques en rapport avec la collecte massive de données. Vous abordez en particulier cet impact sur la santé. À première vue, ce n'est pas une évidence. Vous allez nous éclairer sur le sujet. Oui, merci. Bonjour. Donc, effectivement, à première vue, ça peut ne pas sembler parfaitement évident, ce lien entre santé physique et données, peut-être par le caractère assez abstrait et immatériel de la donnée. J'ai d'ailleurs été associé secondairement à cette étude du Cercle de la Donnée qui abordait initialement la santé par le prisme de la santé mentale, par le biais de Sophie Lavaux qui est intervenue sur cette antenne et qui a participé donc à la rédaction de la rubrique portant sur l'impact extrêmement délétère sur la santé mentale. Donc mon intervention a permis d'élargir la réflexion à 2 autres domaines de la santé plus organique, la partie finalement maladie et la manière de les prendre en charge. Et on peut identifier, c'est au moins 2 problématiques pour schématiser. La première est celle des écrans, sachant que les écrans, ça constitue réellement la première interface entre la donnée et son usager. Et là, pour le coup, les effets sur la santé organique sont parfaitement décrits.
Et le deuxième est celle du poids de la donnée dans l'organisation des soins, donc qui est un petit peu moins lisible et un petit peu moins étudiée, mais qui touche pourtant une modification sur l'exercice de la médecine et celle plus globalement de l'organisation du système de soins. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce temps d'écran que l'on passe et qui est de plus en plus important dans notre quotidien? Comment vous réagissez face aux applications qui nous font faire du temps d'écran, mais qui nous incitent à davantage d'activités physiques et à diminuer le temps de la sédentarité? Quel est votre regard là-dessus? Alors oui, globalement, hein, il faut s'inquiéter. Il y a effectivement des applications qui ont vocation, hein, ou qui permettent de diminuer le niveau de sédentarité ou d'augmenter le niveau d'activité physique. Donc là, je pense à quelques exemples de notifications ou d'alertes, hein, pour passer un certain temps assis, faire quelques exercices pour rompre ces temps de sédentarité. Je pense également aux applications qui permettent d'inciter à multiplier le nombre de pas dans la journée ou à favoriser les déplacements actifs. Et puis sur le champ de l'activité physique, on a également réellement des séances d'activité physique encadrées en ligne pour favoriser des séances d'accès plus pratiques. On peut avoir des partages et enregistrements d'agenda d'activité physique à communiquer à tous ses proches, hein, pour l'aspect motivationnel. Donc oui, il existe des applications qui vont dans ce sens. Malheureusement, ce ne sont hélas pas la majorité des applications, puisque finalement on a une profusion d'applications qui, au contraire, augmente significativement le temps passé devant un écran. Et on voit que le temps moyen d'usage des écrans dans toutes les tranches de la population, il ne fait que croître. Et en particulier chez les plus jeunes. Et or, il est parfaitement établi, hein, depuis longtemps, que le niveau d'activité physique qui baisse, hein, sachant que les écrans arrivent comme première concurrence, hein, chez l'enfant face à l'activité spontanée qu'il va vouloir avoir, et donc le niveau de sédentarité, c'est-à-dire le nombre d'heures où il va rester planté derrière son écran. Donc ces deux éléments ont un impact majeur, hein, sur la santé, hein, avec une augmentation du nombre de maladies chroniques, hein, plus de maladies inflammatoires, plus de cancers, plus de maladies métaboliques. On voit l'augmentation de l'obésité, l'augmentation du diabète, l'augmentation de toutes les maladies cardiovasculaires, et qui, de surcroît, apparaissent de plus en plus tôt. Et au final, donc une augmentation de la mortalité. Donc finalement, une population qui, avec cette exposition majeure au temps d'écran qu'augmente leur sédentarité, et je passe rapidement sur les troubles du sommeil et les troubles musculo-squelettiques associés, sont responsables d'une finalement baisse de la qualité de vie et une augmentation de la mortalité, hein. Autrement dit, donc l'irruption dans le monde virtuel, dans notre quotidien, c'est extrêmement délétère sur la santé. Et puis on ne voit pas visiblement de changement de trajectoire actuelle, même s'il y a une prise de conscience, hein, sur ces sujets. Prise de conscience, notamment grâce à des rapports comme celui auquel vous participez avec le Cercle de la Donnée. Merci beaucoup, Dr Billard. Je rappelle que vous êtes médecin du sport de la maison Sport Santé de Meaux et également membre du Cercle de la Donnée. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech. J'étais très heureuse d'animer cette émission et je vous dis à très bientôt.